Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Heureux plaisir d'être des vôtres dans le cadre de cette première production du mois de février de votre quotidienne de football, ou alors on va le dire de votre grand rendez-vous football, BNews Football Club, sur le tam-tam du continent. On parlera de l'Elite One avec la deuxième journée qui a livré son verdict ce dimanche à l'issue de très belles rencontres qui ont connu pas mal de spectacles, pas mal de rebondissements. On s'intéressera entre autres au succès de Dynamo de Douala qui propulse les Bonnes Job à la tête du classement du championnat national Elite One. On s'intéressera aussi à la belle performance de Gazelle FA, c'était mercredi dernier. Ce sont les deux leaders du championnat. Mais un zoom sera fait sur Coton Sport de Garoua, le club qui n'arrive pas à décoller, 0 but inscrit à l'issue des deux premières sorties, 2 points maigres pour l'ogre de notre championnat. Pourquoi David Pagua a du mal à démarrer dans notre championnat? Cela se saura dans quelques secondes. Elle s'intéressera aussi à la Confédération africaine de football au vu des dernières décisions prises par l'instance fêtière du football africain. On se pose la question de savoir qui sont les vrais patrons de la CAF. Ça sera la dernière thématique de cette émission. Installez-vous confortablement, amis téléspectateurs. Tout ce menu, c'est à retrouver juste après ceci. Ils sont 4 ce soir pour nous accompagner dans le cadre de cette belle aventure, comme on l'espère bien, amis téléspectateurs, deux journalistes, je ne sais pas si on va dire anciens footballeurs, mais deux personnes très impliquées dans la vie du football. Je commence tout d'abord par les journalistes. Jean-Jacques Béat, bonsoir, et Thierry Zé, bonsoir à vous, messieurs. Allez-y, je vous prie. Bonsoir aux téléspectateurs de BNews et bonsoir à toi, Franck. Bonsoir à tous ceux qui écoutent cette belle émission BNews Football Club et ravi d'être invité une fois de plus sur ce magnifique plateau. Thierry, bonsoir. Bonsoir à toi, Franck. Bonsoir au Rich Panel. Bonsoir aux inconditionnels du BNews Football Club. Voilà, une fois de plus, je dis merci à l'Éternel qui me permet d'être là aujourd'hui. Et merci à vous de m'avoir conduit à ce riche, comment on va dire, riche débat, si on va le dire ainsi. Merci, on espère qu'ils de le dire, j'espère pouvoir être à la hauteur. Vous le serez certainement et eux, ils seront aussi à la hauteur. Vincent Ina et Monsieur Ruben Legrand, Omam, ils sont là avec nous. Bonsoir Ruben Legrand. Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les spectateurs qui sont fidèles à cette émission. Bonsoir aux invités toujours bien mis et toujours bien affûtés dans leurs intelligences respectives. Bonsoir à toi Franck et j'espère qu'aujourd'hui, comme chaque fois d'ailleurs, nous aurons la pertinence de pouvoir faire en sorte que les téléspectateurs sortent de cette émission avec quelque chose de probant et beaucoup de connaissances à travers les débats que nous allons ensemble développer. Merci infiniment à vous. On rappelle que vous êtes intermédiaire de joueurs. Certainement, tout à l'heure, on aura votre nom en CNTE afin que les téléspectateurs puissent coller une identité à ce monsieur qui s'exprime. Et lui, c'est un visage qui était très connu ici sur le tam-tam du continent. Certainement, il est en train de signer son comeback. Ancien international camerounais, Vincent Yina, bonsoir. Bonsoir mon cher Franck, bonsoir aux téléspectateurs de BNews en général et particulièrement ceux de BNews Football Club. C'est un plaisir, Franck, de vous retrouver encore une fois de plus sur ce plateau. Vous l'avez dit, c'est quasiment ma maison, donc je suis content d'être là encore ce soir. Un bonsoir spécial à tous qui nous écoutent. J'espère que nous serons à la hauteur des débats qui seront posés sur la table afin de tenter de saucissonner les multiples articulations qui vont meubler nos travaux. Merci pour l'invitation. Je vous en prie, au rang notamment des multiples articulations. Jean-Jacques Béan commence par vous. Vous sortez fraîchement de la Sanaga maritime, plus précisément de la localité de Pouma,
où vous êtes revenu étant de très bonne humeur, ça ne va pas se le cacher, parce que Puma, qui est non seulement votre village, je ne le cache pas, a été le théâtre d'une très grande cérémonie le week-end dernier, notamment c'était la finale du grand Festif Foot Puma organisé par plusieurs élites. Dis-nous un peu plus sur cela, le temps pour la réalisation de nous mettre quelques images qui vont vous montrer que la fête était belle du côté de Puma. C'est la pause actu. Oui, je sors du côté de Puma où nous avons assisté à la finale de Festif Foot Noël 2021-2026, puisque ça a commencé en décembre et la grande finale, c'était samedi le 31 janvier 2026, qui opposait effectivement deux équipes de la localité, Team Avenir contre Team Émergence, les deux équipes qui se sont affrontées au match d'ouverture. Et cette rencontre a vu la victoire de Team Avenir 2-0 face à Team Émergence. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est une initiative d'une élite locale en la personne de de Jean Armel. C'est le même ou alors c'est une homonymie? C'est de John de l'agent comptable? Oui, c'est lui qui a eu l'idée d'organiser cette activité qui a réuni autour des jeunes de Puma dans la convivialité et dans la joie. Parce qu'il faut dire qu'il était accompagné dans cette finale par le directeur général du Comité national des chargeurs du Cameroun, Auguste Mbapepinda, qui nous a fait l'honneur de participer à cela. Et cette cérémonie a été rehaussée par la présence du capitaine Courage, le père du Hemley, qu'on ne présente plus, de Gobert Sombana, qui avait bien de venir rehausser cette finale de son image. Et il faut saluer aussi au passage ceux qui étaient les ambassadeurs, les ambassadeurs de cette compétition, François Omambic, j'y arrive, et Jean-Baptiste Bissek, deux ex-entraîneurs des sélections nationales féminines et masculines du Cameroun, donc qui étaient les parrains de ce championnat. Et vous voyez à l'image, Jean-Amel de John saluait Rigobert Sombanac, une compétition qui a réuni toute la jeunesse de Puma. Ceux qui ont pu se rendre là-bas étaient fiers de la convivialité, et cela prouve au moins que les élites pensent à l'avenir de Puma et à donner le relais à la jeunesse qui monte derrière de ce côté. Et je pense qu'avec cette initiative qui pousse aux jeunes à se réunir, il y aura beaucoup d'autres surprises derrière, et je pense que là, Puma va enfin décoller, parce que Puma est un grand de la Sénégal-Maritime et voire du Cameroun, parce que quand on parle de Puma, quand même, il y a des grands noms qui reviennent, qu'au niveau footballistique et qu'au niveau managérial au niveau du Cameroun. Donc Puma doit être une référence et Puma doit être un hub pour la jeunesse. Mon cher Oumam Legrand, on voit ces belles images. D'ailleurs, votre homonyme, il était là, peut-être la réalisation va nous montrer Oumam, qui était bien sûr, il faut dire que Puma, c'est quasiment celle chez lui. On ne va pas revenir sur l'histoire des frères Biik, notamment avec Puma FC. Oumam était là, de John était là, Rigobert Son y était, Jean-Baptiste Bisset qui était. D'ailleurs, merci pour ces magnifiques images. On va dire que c'est quand même des initiatives à encourager ces élites et notamment ces grands de gloire du football qui savent aussi aller partager cette émulation avec leur fief natal. Vous savez, déjà pour revenir sur la petite histoire, je suis moi-même quelque part de football. Voilà, donc c'est un peu mon village. C'est pas loin. Et pour arriver jusqu'à mon village, on peut passer par Puma, voilà. Sombengue, Toué, tout ça pour arriver à Bolikol. Donc, pour moi, c'est ma zone. Donc, revenant sur l'aspect sportif, vous savez, tous ces grands noms ont une et même similitude, c'est le jeu, le football. C'est le football qui leur a tout donné. Donc, aujourd'hui, ils se sentent un peu redevables de ce football-là. Et comme disait Claude Leroy, il y a une dizaine, 2-3 décennies, il disait, le football, c'est l'affaire des bassins. Et qui sans pour autant créer... c'est ce que je voulais vous dire. On va quand même éviter un relan tribal. J'ai bien dit, sans vouloir créer une polémique quelconque, il avait dit. Et aujourd'hui, nous avons des grands noms qui sortent de ces zones-là. Peut-être, Omambic, Rigobert Song et les autres sont descendus pour essayer de créer une émulation auprès de ces jeunes pour qu'ils puissent eux aussi remplacer leur papa, leur grand frère qui était dans l'équipe nationale à travers le bon jeu,
à travers des tournois comme ceux-là pour que les choses se passent super bien. Moi, j'encourage déjà l'initiative de M. Oum, qu'il continue à le faire et qu'il n'oublie pas d'associer les autres villages qui sont environnants, et la fête ne sera que belle pour cet événement. Vous plaidez certainement pour Sagbaïmi comme autre village. Non, je voulais juste vous titiller. Je sais que Ndom peut s'associer à cela, voilà, les Sombengue, et pourquoi ne pas aller même au Nyon Ekele, prendre l'arrondissement de Diban qui a un jet de pierre notamment. Bref, félicitations à toute cette blague et merci à vous pour ces magnifiques images. On va parler de toute autre chose. Intéressons-nous cette fois-ci au championnat professionnel. Il faut dire que l'élite tout a ouvert a lancé ses hostilités. C'était depuis samedi dernier. C'est vrai que la compétition va s'achever. La première journée va se boucler aujourd'hui. Mais prenons rapidement un temps soit peu les résultats qui ont sanctionné les premiers matchs. Avec le concours de la régie, certainement on aura les premiers résultats. Mais avant de les prendre, mon cher Vincent Inan, une petite appréciation sur cette ouverture. Tout de même, sous fond un peu d'amateurisme, on a vu un match de Bamboutos où la formation est arrivée avec 8 joueurs uniquement avec des licences, pas de banc de touche, et la rencontre n'est même pas allée jusqu'à son terme, puisque sur les 8 joueurs de Bamboutos, 2 ont été victimes de malaise et de blessures, 6 contre 11. Le club, au milliard de supporters, n'a pas pu aller jusqu'au terme de la rencontre. Comment appréciez-vous ce démarrage assez compliqué du championnat élite? Déjà, Franck, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'amateurisme de la part des dirigeants de club qui n'arrivent pas véritablement à franchir le palier pour entrer dans le semi-professionnalisme à défaut d'entrer dans le professionnalisme, parce qu'on continue encore à constater qu'il y a des clubs qui sont encore unipersonnels. Il suffit simplement qu'un élément se retire ou alors qu'un individu se retire à la tête du club pour que tout s'écroule. Vous avez là un club qui arrive avec 8 joueurs qui sont détenteurs de licence, personne dans l'encadrement technique ayant véritablement les acquis nécessaires pour diriger l'équipe. Et malheureusement, nous avons donc ce spectacle que nous avons tous vécu il y a quelques jours lors de cette ouverture de la MTN Elite Tout. Malheureusement, c'est des choses à déplorer parce que ça vient ternir l'image, une fois de plus encore, du football camerounais, alors que nous n'en avons pas besoin. Nous avons toute une équipe installée à la Fédération Cameroun de football qui essaie de mettre des petits plats dans les grands pour redonner au football camerounais toute sa grandeur. Mais sauf que cela ne se fait pas parce que nous avons des hommes nous avons les hommes qui ne sont pas ceux-là qui méritent d'être à la tête des clubs. Ou alors nous avons beaucoup plus de gens qui sont là, non pas pour servir le football, mais beaucoup plus pour se servir. Ça donne donc le résultat que nous voyons aujourd'hui. C'est à déplorer, mais nous pensons que, comme le dit quelqu'un, il faut rectifier le tir. Paris ne s'est pas construit en un jour, le meilleur certainement à venir. On va en parler suffisamment dans les minutes qui suivent, que ce soit pour la MTN Elite 1 ou pour la MTN Elite 2. On verra ce qui va se passer dans les prochains jours. Voilà, Franck. Nous sommes dans la pause actu et parlant dans cette pause actu, intéressons-nous à l'élite tout. On va prendre certainement, parlant de cette pause actu en élite tout, les résultats qui ont sorti les premiers matchs. Monsieur Jean Jabia, j'aimerais aussi avoir votre lecture sur cette ouverture. Tout d'abord, il le disait tout à l'heure, Vincent, on s'intéressera au professionnalisme parlant des championnats d'élite, mais un temps soit peu parlant de l'élite tout, parlant de cette pause actu. Pour vous, l'élite tout démarre, tout comme l'élite one, on se serait dit qu'après la contre-performance en élite one, en élite tout, on devait plutôt gommer le tir, mais on a l'impression que même là, les clubs ne sont pas encore totalement prêts et on a l'impression que même l'organisateur n'a pas pris tout en place. D'ailleurs, nous avons 2 rencontres ce jour. Merci à la régie, à PGS Donfou face à Sable. On vous donnera le résultat tout à l'heure. On vous donnera les résultats des 2 rencontres du jour qui sont disputées en journée. Tolek à la Club contre Union Sportive. Rapidement, prenons les résultats des matchs qui se sont disputés dimanche dernier. Vous allez voir un tableau de résultats assez chatoyant avec plusieurs résultats et pas de moindres. Un mot quand même pour répondre déjà à la question qui a été posée. Oui, nous constatons que le championnat camerounais peine un peu à se professionnaliser. C'est vrai, on vous dirait que ce n'est pas totalement la faute de l'organe décisionnel, mais aussi la faute des clubs, parce qu'il faut dire que, parlant de la MTN League 1, mais nous parlons de la MTN League 2 évidemment, on a publié la liste des joueurs qui avaient des licences, qui pouvaient participer. La liste a été publiée avec le staff. Maintenant, pour la MTN League 2, on constate aussi là
un démarrage un peu poussif, même comme il y a certains clubs qui sont préparés pour entrer en force dans cette compétition. On peut parler d'APGS, non pas APGS, ceux qui ont gagné 2-0, oui, ceux qui ont gagné 2-0, en fait, selon AS FAP de Yaoundé, évidemment, AS FAP de Yaoundé qui ont gagné 2-0 face à Ngoké Tunja. On a vu une équipe comme Kumba City qui revient en élite malgré qui a dominé la formation. Ils avaient disparu un moment. Mais Bafmen qui a quand même été victime d'un accident de circulation en se rendant du côté de Kumba pour prendre part à cette rencontre. Oui, c'est ça qu'on parle du professionnalisme et avec aussi un peu de tort de nos dirigeants du pays, pas seulement du football, parce qu'il faut dire que quand les infrastructures ne suivent pas au niveau de la logistique, cela peut causer des accidents comme celui de Bafmen et tout ça. Donc du coup, parce que les joueurs voyagent dans des conditions assez difficiles, non, précaire c'est un mot un peu dur, assez difficile, et le déplacement n'est pas facile. Donc du coup, vous pouvez avoir des incidents, vous pouvez avoir des joueurs qui voyagent mal, parce que même les clubs aujourd'hui ne sont pas dotés d'assez moyens financiers pour avoir des véhicules adéquats. Parfois, on loue l'OPEP au quartier pour transporter les footballeurs professionnels. À ceux qui nous suivent au Congo, que l'OPEP, c'est un véhicule de fortune. Voilà, c'est un véhicule de fortune qui est appelé à rouler dans des zones un peu reculées. Il faut préciser cette expression-là, et qui n'est pas parfois habilité à rouler dans des routes un peu modernes. Donc, je pense que le championnat MTN League 2 démarre assez poussif, de manière poussive. On voit quand même des clubs qui se démarquent déjà, et on voit Union Sportive de Douala et les As qui sont séparés sur un match nul, un but partout évidemment, et on voit que cela se dessine déjà. On voit déjà des anciennes équipes qui ont fait la division revenir en force. Je vais parler de Kumba City, que moi je trouve qui peut être aujourd'hui, je peux mettre une pièce sur eux. Ça, je vous le dis déjà avant le début du championnat. On y reviendra rapidement. Le temps pour nous de rappeler les résultats des rencontres déjà disputées dans le cadre de cette première journée du championnat Elite 2. AS FAP qui a dominé Ngoké Tunja, c'était samedi dernier du côté du centre technique de la FECA Foot dans la poule à 2-0. Rappelons aux téléspectateurs que contrairement à l'Elite 1 qui n'est faite que d'une seule poule, en Elite 2 on a deux poule A et poule B. Toujours dans la poule A, Union et Astre des rencontres. D'ailleurs, une affiche qui n'avait jamais eu lieu en Elite 2, toujours en Elite 1. De façon inédite, on a eu ce score d'un but partout dans ce derby de Douala. Toujours du côté du stade annexe de Bipanda, Avio Academy face à Bambutos. Je vous le disais, la rencontre n'a pas pu aller jusqu'à son terme. Bambutos n'étant plus en posture de poursuivre la rencontre, puisque le club aux milliers de supporters n'était qu'à 6, n'avait plus que 6 joueurs sur l'aire de jeu apte. Atlantique de Kribi a été tenu en échec par Edine du côté du stade Afan Mabé de Kribi. Toujours samedi, Kumba, du côté de son stade municipal, a dominé Bafmen 1-0. Racine de Bafoussam a été tenu en échec par Football Club de Yaoundé. Et aujourd'hui, 2 rencontres, on vous donnera les résultats tout à l'heure. APGS Sable et Tonnerre Calara, Union Sportive. Peut-être rapidement pour sortir un mot, mon cher Oman, sur cette Elite 2. Moi, je voudrais peut-être que vous vous intéressiez à la présence des gros noms. D'aucuns estiment que ça peut bonifier ce championnat, avoir un championnat de deuxième division avec Union, Astre, Avion, Bambutos, APGS. C'est quand même peut-être plus vendable même que l'Elite 1, quoi qu'on dise. Oui, en réalité, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus parler d'MTN Elite 1, MTN Elite 2. C'est MTN Elite parce que la plupart des équipes qui sont en l'Elite 2 sont des équipes qui sont assez capées. Vous voyez APGS de Fou. APGS de Fou, cette année, je crois qu'ils ont fait plus de 40 matchs de préparation. Plus de 40 matchs de préparation. Donc, le résultat qu'ils auront cette saison ne va surprendre personne parce qu'une équipe qui se prépare au préalable, forcément, les résultats vont suivre. Et tout à l'heure, on était en train de parler sur le professionnalisme du football au Cameroun. Si une équipe ne se prépare pas, on a parlé tout à l'heure des licences qu'on a envoyées. La liste est sortie depuis. Tout le monde a pris acte de cette liste. Il fallait rectifier, faire des amendements, porter réserve. Ils ont eu le temps de faire tout ça. Personne n'a pris la peine de le faire. Aujourd'hui, les équipes se retrouvent en train de jouer, aller jouer à 8. Ça, c'est une manière un peu, moi je pense que c'est un sabotage même. C'est un sabotage. Bon, revenons sur les grands noms des clubs. Comme vous avez dit tout à l'heure, Union de Douala. Union de Douala, c'est une équipe légendaire au Cameroun. Lorsqu'elle se retrouve en élite, vraiment, on se poserait des questions. Tout comme Astre,
ou bien Apégès Nofou qui est resté pendant tout Tonnerre, Kadara Club, qui sont restés des clubs mythiques au Cameroun, en Elite 2. Je pense que la montée en Elite 1 sera rude, la lutte sera très très rude cette année. Et on rappelle aux téléspectateurs que juste un club va être promu de façon directe. Et le deuxième passera par un barrage face à l'avant-dernier de l'Elite 1. Pour dire, pour être en Elite 1, il faudra être champion. Et le pronostic de monsieur Béa, c'est bien sûr Kumba. On espère voir Kumba accéder en Elite 1 rapidement. On prend cette actualité en rapport avec les Lions U20. Il faut dire que c'est vrai que la CAN féminine, suite à la CAN féminine, a des problèmes chez leurs aînés. Mais il faut dire que chez les jeunes Lions, ce n'est pas le cas. Elles se portent relativement bien parlant des Lions U20. On prend certainement cette actualité. Elles sont actuellement en stage. Cette formation des U20, on va découvrir ces belles images. Merci à la régie qui nous les propose. Déjà, un mot quand même de façon générale sur la préparation de nos équipes. Mon cher Thierry Zé, on a l'équipe de futsal qui affûte ses armes en vue d'une double confrontation face à l'Angola. On a des Lions U20. Quoi qu'on dise, on fait souvent le procès à la fédération de ne s'intéresser qu'au football version majeure ou alors senior. Mais on se rend compte qu'il y a vraiment de l'émulation dans les autres catégories. Ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas regarder. On sait que toutes les catégories se préparent bien. Mais maintenant, on a juste les dévolus jetés sur l'équipe première, c'est-à-dire l'équipe des seniors, que ce soit dames, que ce soit l'équipe des hommes. Mais pour ceux qui ont l'habitude d'aller sur le terrain, qui ont l'habitude de côtoyer, on sait très bien que c'est plus petit, se prépare chaque fois. Et c'est toujours la même chose. Mais maintenant, ce qu'on regarderait, c'est savoir si les accompagnements suivent, c'est-à-dire lorsqu'il y a un petit bobo, est-ce que tout le monde comment on va dire, est-ce que tout le monde est pris en charge, est-ce que les familles sont rassurées, est-ce que la garantie est là? Oui, je dirais qu'en tant soit peu, la fédération est en train de mettre les choses sur pied pour que les choses arrivent normalement. Tout à l'heure, on parlait de professionnalisme, je pense que c'est ce qui est en train d'être fait par la fédération. On a à la tête quelqu'un qui a eu la chance, ou alors peut-être, je dirais, quelqu'un qui a mérité, qui a travaillé dur sur le plateau du monde, le plateau du monde entier pour avoir une très bonne image. Donc simplement, il est en train de retourner ce qu'il a pu apprendre depuis bon nombre de temps. C'est pourquoi on voit que ce soit les U17, que ce soit les U20, que ce soit un bon nombre de catégories qui sont en train de prendre part aux participations ou alors même au travail. On rappelle que l'actualité, parlant notamment des Lions U20, on peut voir le coach Hassan Bala, la grande gardienne Ngondom qu'on ne présente plus. Bref, c'est le staff technique des Lions U20. Elle se prépare bien sûr pour un match prévu ce 7 février face au Botswana, comptant pour les éliminatoires à la Coupe du Monde de leur catégorie. Et les images qu'on voit, c'est bien sûr ces bébés Lions qui ont livré un match amical face à la formation de Royal Sport Academy, une formation des U17 camerounais, et le score c'était de 4 buts partout. On va tirer un coup de chapeau à ces bébés Lions et elles ont été très inspirées en inscrivant des buts venus de partout. Je crois que Lys Tua a été l'une des meilleures scoreuses. Vous voulez coller un autre commentaire? Par contre, moi j'ai une question à me poser. La CAN est début de quand, s'il te plaît? Je dis c'est la Coupe du Monde et début. Oui, je veux savoir, la CAN est début de quand? La CAN des filles, ouais. C'est en mars, je crois, mars ou avril. En mars? Oui. Ah, ok, d'accord. Parce que j'avais une petite question par rapport à l'appel de Tiwa. Mais puisque vous venez de me faire ce qu'on appelle une passe décisive, parlons cette fois-ci de la CAN féminine, puisque vous tenez en scan Colomo. Messieurs, depuis quelques heures, depuis hier, c'est la grosse actualité. Il se pourrait, des rumeurs font état du fait que le Maroc souhaite ne plus organiser la CAN féminine quelques semaines après la finale de la CAN masculine qui s'est tenue de façon assez rocambolesque. Le Maroc aurait jeté l'éponge parlant de l'organisation de la CAN féminine, même si rien n'est précisé pour l'heure. Et quelques heures après cela, c'est la vice-ministre des Sports sud-africaine qui a dit que son pays, l'Afrique du Sud, était prête à recevoir cette compétition. Et quelques heures après la déclaration, le ministre est venu un peu débouter son adjointe en disant que non, pour l'heure, rien n'a été décidé. C'est vrai que l'Afrique du Sud peut donner un coup de main à la CAF, mais rien n'en est. CAN féminine ne devrait finalement pas avoir lieu au Maroc. Rien n'est confirmé, mais comme on le dit souvent, mon cher Vincent Aina, pas de fumée sans feu. Oui, ça, Franck, il faut le dire, et même si quelqu'un va vous répondre que le gaz lacrymogène fait de la fumée et que il n'y a pas de feu. Mais nous avons là véritablement une illustration de ce que nos frères marocains
Moi, je l'ai dit pendant la Coupe d'Afrique, le Royaume chérifien, c'est une nation qui brille par des actes d'anti-jeu qui, à un moment donné... C'est pas un peu dur, ça? Non, sérieusement, Franck, au regard de ce que nous avons vécu lors de cette Coupe d'Afrique, qui aurait pu être l'une des meilleures pour moi, sinon en termes de la mobilisation de ce que le Maroc dispose aujourd'hui en termes d'infrastructures sportives et même routières, ça aurait pu être l'une des meilleures compétitions organisées sur le continent africain. Mais malheureusement, cette compétition, cette Coupe d'Afrique organisée au Royaume chérifien, c'est très vite glissé vers une compétition, une CAN qui est devenue pour moi aujourd'hui médiocre. Alors lorsqu'on voit ce que nous sommes en train de visionner là, on comprend que cette nation ne veut plus véritablement être sous les feux des projecteurs lors de cette compétition qui arrive, celle de la Coupe d'Afrique féminine dames, d'équipe senior. Et pour l'instant, comme rien n'est encore officiel, Franck, il faut dire que... Pour vous, vous estimez que c'est du chantage? Parce que le docteur estime tout de même qu'on parle de CAN féminine, le Maroc se retire officiellement. On précise que ce n'est pas encore confirmé, ça il faut le dire aux téléspectateurs. Mais d'après ce qui se dirait, on dit que le Maroc a mal digéré le fait que le pays a été frappé par plusieurs sanctions, alors que pour eux, c'était eux les victimes. Achraf Hakimi prend 2 matchs de suspension. Saïbari prend, outre les matchs de suspension, 100 000 $ d'amende. Juste pour des histoires de serviettes, alors que pour eux, un pays comme le Sénégal qui a quitté l'ère du jeu prend sensiblement les mêmes sanctions que le Royaume chérifien. Je vous disais tout à l'heure en parlant d'anti-jeu, Franck, il n'était pas excessif mes propos, parce que vous avez là une nation qui, vous faites bien de souligner cela, une nation qui démontre qu'elles peuvent se permettre de faire du chantage à la Confédération africaine de football, moi j'appelle ça ainsi. Comment expliquer, même si cela n'est pas encore officiel, que le Maroc soit aujourd'hui en train de brandir quelque chose qui, entre guillemets, sous-entend qu'il ne souhaite plus abriter cette compétition. Pourtant, tout était calé pour que les choses se déroulent du côté du Royaume chérifien. Donc, forcément, c'est du chantage. Et quand vous venez relever cet aspect que vous avez souligné là, parlant de la serviette, l'acte posé par Hakimi à plusieurs reprises, mais ça ne se fait nulle part, Franck. Moi, j'ai eu la chance d'être international à Prime, mais jamais... Mais est-ce que la serviette est un outil de jeu, de vous à moi? Non. Est-ce qu'on compte le matériel du footballeur, le maillot, les godasses, est-ce que la serviette est présente? Ce n'est pas un outil de jeu, mais nous savons que la compétition qui se déroule de ce côté, très régulièrement, il y avait des gouttes de pluie qui ne cessaient de tomber pendant la compétition, pendant les matchs. Et la serviette était un élément pour le gardien de pouvoir soit s'essuyer les gants, soit s'essuyer, se nettoyer le visage, qui était déposé à un endroit juste approprié pour que ce dernier de temps en temps puisse faire un peu le... Voilà. Mais les joueurs se permettent, notamment Hakimi, qui est un joueur que j'ai apprécié énormément parce que je suis parisien de cœur, qui se permet d'aller dégager cette serviette et remettre ça à un spectateur ou alors à quelques individus qui sont tapés dans l'ombre derrière les goals du gardien nigérian ou je ne sais pas encore, c'était le gardien tanzanien, quelque chose comme ça. Mais ça ne se voit nulle part. C'est des actes d'anti-jeu, Franck. Ces actes d'anti-jeu, ça démontre que le Maroc n'est pas une nation qui prend le fair play, tant voulu par la FIFA et par la CAF. C'est des actes qu'il faut condamner. Aujourd'hui qu'ils reçoivent cette sanction, ils estiment qu'au regard de ce qu'ils représentent pour l'Afrique, déjà c'est l'une des meilleures nations en Afrique qui dispose des infrastructures telles que je l'ai tout à l'heure. Y compris, pardon? C'est la meilleure, voilà. C'est la meilleure. Non, c'est la meilleure, c'est la meilleure. Donc, qui fait mieux? Vous n'allez pas oublier que l'Afrique du Sud a organisé seule la Coupe du Monde. Non, mais on veut dire, allez jeter un coup d'œil au stade. Allez jeter un coup d'œil au stade. Mon cher Atio. Pour qu'il soit plus cohérent, laissons-le terminer. Mon cher, il n'y a pas photo. Pour l'instant, le Maroc, c'est la meilleure nation en termes de défensive en Afrique. Donc, Franck, pour terminer, pour sortir, ils estiment donc qu'ils ne peuvent pas avoir autant de standing en matière d'infrastructures sportives et que la CAF se permet aujourd'hui de coller une sanction comme celle-là à leur endroit. C'est du chantage qu'ils font simplement à cette confédération. Messieurs, je vous propose quelque chose. Cette partie fera partie de la dernière thématique où on parlera de la CAF, qui sont les véritables champions, puisqu'on reviendra sur le sujet. Tout le monde aura son mot à dire, ne vous inquiétez pas. Côté région, on va prendre une transition parce que juste après, on viendra parler de l'Elite One qui a franchi totalement sa deuxième borne et on parlera de pas mal d'autres choses encore. Restez dans notre habit téléspectateurs, c'est Bignou Football Club qui se poursuit.
Les hostilités avaient été lancées dès mercredi dernier, avec 2 matchs avancés disputés au stade Rumde Adja de Garoua. Impressionnant de régularité, Gazelle FA a confirmé son excellent début de saison en enchaînant une 2e victoire consécutive, renversant le champion en titre, Colombe Sportif du Sud, sur le score de 2-1. Un succès de caractère qui positionne déjà le club de la région septentrionale parmi les sérieux prétendants. Sur la même pelouse, Coton Sport de Garoua a été contraint au partage de points face à Aigle Royal du Mongo, bien organisé, 0 but partout. Incapable toutefois de faire plier la défense cotoncultrice. Hier dimanche 1er février, les 5 autres rencontres ont complété cette 2e journée. Pour son grand retour à Bamenda, PWD a offert un véritable récital à son public en dominant largement Stade Renard de Mélon sur le score de 4-1 au stade de proximité de la ville, signant l'une des performances les plus marquantes du week-end. À Douala, Dynamo Football Club a confirmé sa forme du moment en prenant le dessus sur Victoria United 3-1. Les Bonba Job enchaînent ainsi un 2e succès en autant de journées et s'installent en tête du championnat. En revanche, la situation reste compliquée pour Canon Sportif de Yaoundé, battu par Fauvazio 1-0, qui s'impose avec réalisme et plonge davantage les Mekong Mingonda dans le doute. Enfin, Unisport du Honkam a créé la surprise en tenant en échec Panthère Sportif d'Undé, récent vainqueur de la Coupe du Cameroun, tandis que AS Fortuna de Fou et Aigle Royal de la Ménois se sont également neutralisés sans but. Au classement, Dynamo de Douala avec ses 2 victoires en autant de rencontres est l'actuel leader suivi de Gazelle FA qui compte aussi 6 points au compteur. Colombe, Aigle du Mongo, Canon, AS Fortuna, Unisport, Stade Renard comptent toutes un seul point au compteur. C'était donc le compte rendu de cette première journée, cette 2e journée du championnat Elite One qui a livré son verdict. Au finish, on aura certainement les résultats de la journée dans quelques secondes, puis le classement à l'issue. Mais mon cher Thierry Zé, on va dire que tout démarre vraiment en grande pompe. Merci pour rapidement donner les résultats à tous ceux qui n'ont pas pu suivre les matchs. Tout s'était ouvert du côté de Garoua avec 2 rencontres. Le Coton Sport qui a été tenu en échec par Aigle du Mungo 0 but partout. Gazelle qui a enchaîné avec une 2e victoire. C'était face au tenant du titre Colombe 2-1. Canon qui s'est incliné par la suite à Yaoundé face à Fauvazu 0 but contre 1. AS Fortuna a été tenu en échec par Aigle 2. La Ménoida Nisekung. Dynamo de Douala après son 4-2 lors de la première journée marque encore 3 buts. Ça fait 7 buts pour les Bonba Job en 2 sorties face à Victoria au Popo. 3-1. PWD n'a fait qu'une bouchée de Stade Renard, 4-1. Et Unisport de Bafon, ça a été tenu en échec par la Panthère d'une dé de Yves Clément Aroga, 0 but partout. Classement, jetez un coup d'œil, vous allez vous rendre compte que le classement pour l'heure est dominé par Dynamo de Douala, 6 points avec plus 4 au goal à virage, 6 points aussi pour Gazelle, plus 2. On retrouve 2 clubs avec 4 points, Aigle et Panthère, et 3 clubs avec 3 points, Victoria, PWD et Fauve. Coton est l'unique club avec 2 points, 0 défaite, 0 victoire, 0 but encaissé, 0 but marqué pour David Pagon. On reviendra sur Coton Sport tout à l'heure. Colombe, Canon, Aigle, AS Fortuna, Unisport, Stade. Toutes ces équipes comptent pour l'heure juste 1 point au compteur. Malheureusement, Stade Renard a le plus mauvais goal à virage, -3. Vous aviez la parole, mon cher Thierry. Pourquoi tu insistes beaucoup sur Dynamo? C'est le leader. Non, mais il y a une particularité. Donc, je devais insister sur le dernier? Non, pas du tout, mais il y a des mots piquants, il y a des expressions... Vous n'allez pas aussi l'en vouloir. Comme on en veut au président de la fédération, le moment où il porte le maillot de Colombe, tout le monde est content. Quand il décide d'aller porter celui de Dynamo, on dit qu'il est en train de vouloir faire des faveurs. Non, pas du tout. Permettez aussi que Franck ait son choix. On va mettre certainement la thématique, puisqu'on parle de l'Elite One, parlant championnat d'élite, est-ce qu'on peut parler du professionnalisme? C'est la thématique à l'ordre du jour. Vous aviez la parole, Thierry. Alors, professionnalisme, je dirais, pourquoi est-ce qu'on va vite parler de professionnalisme? On prend le temps, il faut savoir prendre le temps. Vous savez, pour aller loin, on dit très souvent qu'il faut savoir observer, il faut apprendre. Et après, maintenant, il arrive un moment où les choses se font naturellement. Pour parler de professionnalisme, ce n'est pas seulement dans le jeu, ce n'est pas seulement dans la construction des équipes. Je pense qu'on parle aussi des infrastructures. Si ce n'est pas respecté, comment est-ce qu'on parlera de professionnalisme? Est-ce que tous les clubs du championnat camerounais, ou alors que ce soit Elite One ou alors Elite 2, parviennent à remplir le cahier de charges qu'il est répondu? Je ne pense pas.
Donc pour qu'on soit, ou alors pour qu'on parle de professionnalisme, ou même semi-professionnalisme, à un moment, je pense qu'on devrait commencer par regarder amateur. Et si on ne regarde pas amateur, ça veut dire que nous sommes en train de brûler les étapes. Donc pour moi, c'est un sujet sur lequel j'avais déjà dit quelque part que je ne me prononcerai plus parce qu'on ne fait pas les choses bien pour pouvoir parler de professionnalisme. Si on apporte des accompagnements, c'est-à-dire si on met des ingrédients tout autour pour qu'on puisse rêver grand. Au jour d'aujourd'hui, lorsque vous regardez les championnats peut-être ivoiriens, il n'y a pas le championnat camerounais ne passe pas à côté. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils ont pu rester, ils ont pu entrer en eux, savoir se poser des questions, des bonnes questions. Comment faire pour arriver à ce niveau? Comment faire pour rêver grand? Comment faire pour avoir, comment on va dire, pour avoir la visibilité aux yeux du monde? Comment faire pour que notre championnat soit vendable? Ça, ce sont quelques bribes et des questions qu'on devait se poser. Donc pour moi, je dirais encore, le professionnalisme au Cameroun, ou même semi-professionnalisme, nous y sommes encore loin. Nous sommes encore là, mon cher Vincent Aina. Nous sommes au premier championnat de Samuel Eto'o, version deuxième mandat. Et après le premier mandat, c'était le mandat de l'apprentissage. Le deuxième mandat, pour vous, vous avez l'impression qu'on peut dire, au regard de ces deux premières journées, qu'on peut connaître un changement. On parle quand même là d'une première journée qui s'est disputée avec des buts, que ce soit sur le plan spectacle, sur le plan administratif et sur le plan niveau de jeu, compétitivité. Est-ce que vous avez l'impression que ce championnat Elite One touche déjà au professionnalisme ou flirte déjà avec le professionnalisme? Franck, écoutez, vous évoquez là deux aspects. Vous évoquez l'aspect au niveau des performances des clubs au moment des prestations, c'est-à-dire au moment des matchs. Ça, c'est un point. Mais le deuxième aspect, c'est celui de l'organisation même de la compétition par la fédération ou alors l'organe technique habilité à organiser cette compétition. Mais un autre point beaucoup plus important, c'est celui de la structuration des clubs. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse parce que pour établir un championnat professionnel, Franck, il faut qu'on s'appuie sur des éléments phares. Les éléments phares, parmi ces éléments phares, il faut relever déjà l'invitation à entraîner le club à partir du statut des clubs unipersonnels pour devenir des associations établies. Vous voyez? Et à ce moment, donc, il faut exiger la structuration juridique des clubs. Et qu'est-ce qui cloche? Pourquoi, depuis l'ère du général Pierre Semingue, où parlait de la mutation de ces clubs associés à objets sportifs, on est toujours dans ce grand débat, les clubs qui ont du mal à muter. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui cloche? C'est tout simplement un manque de volonté des hommes appelés à diriger notre football, du moins les clubs, qui n'arrivent pas à franchir le pas, à définitivement abandonner les vieilles habitudes pour passer de l'autre côté. Pourquoi? Parce que c'est des roublards, excuse-moi. Oh là là, on va rester. Oui, je retire le mot, il faut rester courtois et poli, mais Franck, n'oubliez pas que je suis un ancien footballeur ayant joué dans le Canon de Yaoundé, ayant joué dans la Renaissance d'Ngoumou, à l'époque dirigé par Jean-Baptiste Nguinefa, à qui je dis d'ailleurs bonjour. À l'époque, c'était des grands présidents. Oui, c'était des grands présidents. C'est le premier président qui me fait signer la Renaissance d'Ngoumou où j'ai 1 million de francs. J'étais tout petit, plus jeune qu'aujourd'hui. Et ce que vous avez avec les présidents de club aujourd'hui, c'est des hommes qui ne sont pas passionnés. Ce ne sont pas des passionnés, c'est des gens qui viennent se servir et non servir le football. Comment comprendre que nous avons quelques éléments, Franck, vous allez me le permettre, quelques éléments qu'on évoque ici le plus souvent pour avoir des clubs professionnels qui doivent évoluer dans un championnat organisé de façon professionnelle. Le frangin tout à l'heure a évoqué, mon panéliste, le panéliste tout à l'heure, Cyril, a évoqué des aspects-là qui concourent également à la construction des infrastructures. Or, aujourd'hui, nous avons déjà quand même quelques infrastructures qui permettent à ce que nous puissions avoir un championnat qui se déroule sur la pelouse, pour que nous puissions avoir une image qui est quelque chose de digeste, pour qu'aujourd'hui, les télévisions puissent acheter ce championnat. Mais sauf qu'en retour, nous n'avons pas le spectacle approprié. Parce que le footballeur, lorsqu'il livre un match, c'est un monsieur qui doit vous offrir un spectacle. Mais peut-être sans vouloir vous interrompre. Oui. Je ne vais pas tirer sur l'organisateur. Mais est-ce qu'un spectacle, je prends l'exemple, Avion, Bamboutos, on parlait de l'Elite Two, un match où une équipe se présente à 8, puis elle, à un moment donné, se retrouve à 6, un tel spectacle est vendable? Il ne peut pas être vendable, bien évidemment. Le problème, c'est à qui la faute?
Les gens aiment bien souvent prononcer l'expression les torts sont partagés, mais c'est du n'importe quoi. Moi, j'accepte pas ce genre d'expression-là. C'est des fuites en avant. Il n'y a pas qu'un problème, des torts sont partagés. Lorsque vous souffrez, Franck, il faut poser un bon diagnostic pour que vous puissiez avoir le traitement approprié, pour que vous puissiez être guéri. Donc, lorsqu'on a une situation comme celle-là, il faut poser le bon diagnostic. Qu'est-ce que Bamboutos a fait pour arriver à avoir 8 joueurs qui sont détenteurs de la licence? Qu'est-ce qui s'est passé? La publication des joueurs détenteurs de licence n'a-t-elle pas été faite? Est-ce qu'ils n'ont pas été communiqués? Le règlement a été rendu public. Est-ce qu'ils ont pris les dispositions pour pallier à ce problème? D'où je reviens encore à la structuration des clubs. Des clubs n'ont pas de football jeune, d'équipes jeunes qui se mettent en place, d'équipes de football féminine. Nous n'avons pas, au sein des clubs, des administrateurs. Vous avez, dans les clubs, il n'y a pas de préparateur physique, il n'y a pas de team press. Ça existe encore de nos jours. Moi, je crois quand même que je vois des kinés, je vois des préparateurs, je vois des team press. Je suis allé au stade, les clubs d'élite. Je suis allé au stade samedi voir le match Canon contre Faux-Vazur. J'ai vécu des situations là-bas que je ne vais pas relayer ici parce que c'est l'antenne. Non, on aime les scoops. Non, Franck, il y a des choses vraiment qui... Canon, c'est mon club de cœur. J'ai mal passé. C'est quoi, Canon n'a pas de team press? Non, pas du tout. C'est pas ce que je veux surtout évoquer. Non, c'est pas ce que je veux évoquer, Franck. Je veux beaucoup plus évoquer d'autres aspects, tu vois. Pour dire que vous avez un club comme Bamboutos. Lorsque vous avez un staff qui est constitué, avec les hommes qu'il faut, les informations qu'il faut pour faire ce qu'il faut. Lorsque vous avez une information comme celle-là, à savoir, vous avez des joueurs qui ne sont pas à jour pour être détenteurs de licence, afin d'aller livrer la rencontre qui est en train de se programmer, à ce moment, ils prennent le taureau par les cornes et font ce qu'il faut. Sauf que quand vous regardez une équipe comme celle-là, vous comprenez certainement qu'il manque une structuration autour du club, parce qu'il y a un homme qui s'est retiré et le château de cartes s'est écroulé. Vous avez donc ce genre de situation-là et... comment voulez-vous donc, Franck, que nous soyons en train d'évoquer ici l'aspect professionnel? Ça remet donc tout en cause. Il faut M. Inaki, le canon sportif de Yaoundé depuis, je crois, 3 à 4 saisons aujourd'hui. Même 5 saisons. Il n'existe plus. Parce qu'on sait que dans vos bureaux, ou alors dans vos locaux, désolé de lui dire, ce sont des personnes qui font des retraites. Oh là là. Mais je veux dire quand même que... Non, peut-être pour ne pas... Je vous redonne la parole, pour ne pas stigmatiser. On va dire... Canon fait plutôt partie des bons exemples en termes de communication, en termes de marketing. Je veux dire que ce soit en termes de communication digitale, beaucoup de clubs à l'époque où leur com était piloté par Franck, Gisela Onguéné, c'était assez professionnel. Donc je ne crois pas qu'on puisse faire le procès de Canon, je vous en prie. Nous tous, on sait pourquoi le Canon ne fonctionne pas. Nous le savons. Normalement. Nous le savons. Donc, à un moment, il faut... Moi, je l'ignore, ça je peux le dire. Non, nous le savons. Nous le savons. Mon cher, vous vouliez aussi coller un mot? Nous sommes là dans un diagnostic, vous aurez la parole, ne vous en faites pas, mon cher Jean-Jacques Biard. Je dis, monsieur Obama, s'il y avait des conseils à donner au club et surtout à l'organisateur afin de rapprocher quand même notre championnat avec du professionnalisme, parce que sur le papier c'est écrit championnat professionnel camerounais, mais dans la pratique on a l'impression qu'on a encore des années-lumière d'un véritable professionnalisme dans notre football d'élite. Bon, vous savez, j'ai écouté M. Aïna tout à l'heure. Il savait bien ce qu'il était en train de dire. Mais moi, je dirais quelque chose, c'est que le véritable problème du football camerounais, c'est qu'il y a des gens qui sont les dirigeants principaux. Lorsque ces personnes-là mettent de leur argent, tout marche. Et le jour où ils décident de ne plus mettre de leur argent, tout tombe. Et il faudrait comprendre que le football professionnel, la situation des clubs, c'est pas comme ça que ça se passe. Exactement. Nous avions, il y a certaines années, il a évoqué l'époque de M. Nguinéfa. À cette époque-là, vous aviez des clubs comme Prévoyance de Yaoundé, qui était un club de la CNPS, qui n'avait pas de problème. Vous avez un club aujourd'hui comme Coton Sport, qui dépend de la Sodo Coton. Ils n'ont pas de problème, puisque les joueurs de coton sont des employés de Sodo Coton. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les clubs ne peuvent pas aller vers des entreprises, essayer de chercher des partenariats, des sponsorings, pour mieux structurer leur base financière? Tout simplement parce que les présidents de clubs ne voudraient pas que le jour où il veut vendre son joueur en Europe et qu'on lui verse 2 millions d'euros, il a à partager ça avec elle. Il veut avoir une gestion opaque. Il voudrait que tout se passe sous son contrôle. Oui. De la signature au niveau du contrat des TMS jusqu'à la signature même du joueur.
c'est lui seul qui connaît les Alors, pourcentages. je rappelle aux téléspectateurs que vous savez de quoi vous parlez. Je sais Vous de êtes quoi je parle. intermédiaire de joueurs. C'est certainement. aussi les mêmes qui connaissent les pourcentages à la revente. Les autres membres je peux dire, de l'Assemblée Du bureau générale, exécutif. du bureau exécutif, ne connaissent rien. Tout ignorant, ils sont Vous allez ignorants. arriver dans un club, je peux prendre comme canon, le président gère tout seul. Bon, Peut-être on n'est que pas. vous avez son secret. Prenons notre club. Je On prends est un bon. autre club même comme Gazelle, je ne sais Par pas, ou bien exemple. APGS. Oui. Vous allez vous rendre compte que les structures sont, je veux dire, à une tête. Hein? C'est le président seul qui décide. Feu Noah, Roger Roger Noah, Noah. qui était président Ouais. de Fortuna. Fortune. Je travaille avec lui, paix à son âme. C'était un monsieur, il était le centre, la pièce tournante de son équipe. Tu ne peux rien faire si tu ne vois pas le président Noah. Alors qu'en Europe, vous allez voir, quand on dit un club professionnel, le président peut ne pas être là, mais les choses avancent. Ça veut dire quoi? On a vu une pépite en Gambie. On a besoin que cette pépite vienne dans notre club. Le président n'est pas là. Il y a un directeur sportif qui envoie une invitation au joueur. Le joueur vient, il fait des essais parce qu'il y a des gens qui l'observent. Et on rend compte au président que voilà un joueur qu'on a pris. Il dit OK. Lui aussi, il vient, il regarde. Il dit bon, on peut payer combien pour ce joueur parce qu'il m'intéresse. C'est comme ça que ça fonctionne. Et le bureau exécutif est au courant de tout. Le professionnalisme au Cameroun, pour moi, pour le moment, c'est encore une procédure. On n'est même pas encore arrivé sur une échelle de 100, on n'est même pas encore arrivé à 3. Oh là là, mais c'est un peu dur. Je quand le même. dis pourquoi? Parce que peut-être la FECAFOOT a de la volonté, il faut le dire, de faire que les choses soient professionnelles. Mais les présidents de club n'aident pas à ce que ça Pas du avance. tout. Les salaires des joueurs ne sont pas payés. Les présidents de club vont dans les banques, ils fabriquent des faux bulletins de paye, ils font tout pour présenter à la FECAFOOT, pour que les choses... Non mais attention, sérieux. Il n'y a pas de club féminin. Parce que quand on dit un football professionnel, il faut avoir un stade, il faut avoir des catégories jeunes, il faut avoir une équipe réserve, il faut avoir une équipe A. Et la FECAFOOT demande même d'avoir une équipe soit de beach soccer, soit de futsal. Pour, Vous voyez un peu, ça fait en sorte que aujourd'hui au Cameroun, notre professionnalisme reste tout simplement sur les Du papier. catégorisations du championnat. Ça on dit football élite 1, élite 2, professionnel, mais en réalité sur le papier, c'est écrit, mais sur le terrain, ce n'est pas effectif. Ne nous leurrons pas. Travaillons dur pour que nous soyons vraiment dans un football professionnel. Sinon, le président Eto'o aura des maux de tête. Franck, juste en 30 secondes, Bien. Franck. Oui. Le grand frère a évoqué tout un autre aspect là. Oui. Lorsqu'il parlait du staff, autour de ceux qui doivent amener le président à ce que sa vision puisse Soit soit implémentée. Vous avez dans des clubs, je ne vais citer aucun, qui, lorsque vous avez un monsieur qui est à la tête du club qui est président, au lieu de s'entourer de hommes compétents, de bons directeurs des bons administratifs. directeurs administratifs, de bons coachs, de bons managers, vous avez Atamanaki au village, qui est votre président qui ne fait rien. Vous voyez, tu vas prendre Atamana au village, il ne fout rien, qui est ton cousin, tu dis c'est le directeur sportif. Tu vas prendre un team press qui ne sait même pas de quoi il s'agit en termes de team press, vous avez mis à ce poste-là. Vous avez donc comme ça plein de... Pourquoi ils le font? Selon vous, je c'est crois quand même qu'aucun président ne souhaite ne pas voir son business prospérer. Il vous l'a expliqué, le président veut avoir une gestion opaque. Est comme une entreprise. C'est une entreprise, pas comme... Je dis même comme une entreprise pour qu'on fasse Un parallèle. Un parallèle. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'une entreprise, tu veux qu'elle marche, cette entreprise-là devrait, en principe, avoir une structuration administrative qui est claire et à la fin avoir un audit. Combien de clubs de football camerounais, à la fin du championnat, peuvent produire un rapport d'audit? C'est vrai que le SINAFOC demande souvent des rapports à ces clubs en termes de salaire et de paiement. Et la FECAFOOT en demande même dans le cadre. Monsieur Jean-Jacques Béard, je sais que vous voulez à tout prix parler. Mais moi, je veux qu'au-delà du volet administratif, organisation, structuration des clubs, que vous rentrez aussi sur le volet compétition. Parce que je dis, on ne peut pas parler de professionnalisme en bottant en touche le niveau de notre championnat. Pour vous, regarde, du niveau actuel de notre championnat élite, vous avez vu les 2 premières journées, est-ce qu'on ne peut pas dire que le championnat est de qualité? Du côté du jeu,
sportif, c'est mi-figue, mi-raisin au niveau des performances que nous voyons dans les différents stades. Mais je veux parler d'abord du côté administratif du football et de l'organisation. Vous savez, moi j'ai un problème avec M. Eto'o. Sous cet Quel aspect. est-il, le président de la FECA Foot? J'ai dit M. Eto'o. Et s'il y a deux M. Eto'o qui gèrent le football au Cameroun, il y a M. Samuel Eto'o fils, président de la Fédération camerounaise de football. J'ai un problème avec ce monsieur. Lequel? Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut rendre un football professionnel, comme il a dit, comme la Fédération allemande de football, mieux ne pas jouer. Mieux ne pas jouer. Mieux, il n'y a pas de championnat au Cameroun. Pourquoi? Parce que, vous savez, il ne faut pas tomber dans la tolérance administrative. Que non, on tolère. Quand on met des règles, on dit non, s'il a respecté 2... Mais ça ne doit pas s'adapter au contexte. S'il a respecté 2 sur 10, on laisse passer, non. On laisse passer, on va se retrouver avec des clubs comme Bambotos avec 6 joueurs. À jouer un championnat, un match avec 6 joueurs. C'est une honte, en fait. Pour moi, c'est une honte pour la fédération, ou bien pour le CTFP, je ne sais pas trop quoi, qui gère le football. C'est une honte d'avoir une équipe qui vient jouer un football professionnel avec 8 joueurs. C'est une honte. Si une équipe n'arrive pas à avoir sur 10, je prends une barre de 10. Une équipe Pas n'arrive dix. pas à Ne peut pas s'arriver. avoir- Sur 10, Pas vous sur n'avez pas 8 sur 10 et que vous ne donnez pas les gages. Pas eu- Et que vous ne donnez pas les gages. Que les 2 domaines qui restent, vous allez remplir au bout de 3 mois. Vous ne jouez pas, monsieur. Ça veut dire un minimum quand même, c'est d'avoir au moins 16 joueurs inscrits. Monsieur Omam a évoqué un aspect qui, pour moi, aussi, je dis, c'est un problème pour l'Africa Foot. Au niveau du salaire des footballeurs. Parce que c'est souvent bien de donner les lignes, payer les footballeurs 200 000 francs le mois et tout. Comment vous vérifiez cela? Il y a des clubs qui ne payent pas des footballeurs de première division. Ils ne les payent pas du tout. Mais à la fin, c'est eux qui font le tapage à la télé pour réclamer les 56 millions. Jean-Jacques, je vous relance. Écoutez, Je vous relance. Ouais, vas-y. Comment imposer aussi un salaire si vous ne garantissez pas à ces clubs une manne pour supporter ces salaires? Vous savez, 200 000 le mois à 25 joueurs, y compris les charges. Est-ce que les budgets des clubs sont à même de supporter tout cela? D'abord que les clubs en première division déclarent maximalement, il y a un agent là, c'est souvent 13 joueurs qu'ils parfois déclarent comme payants. Le reste, ils trouvent l'équation de le faire qu'ils soient à la réserve et montent jouer. Sauf si je me trompe, les clubs le font en première division. Même les clubs sérieux. Ça veut dire qu'on fait 13 joueurs professionnels. Bon, on dit que un non, peu je peux plus de rien à 13 quand faire. même. Voilà, voilà. J'ai Maintenant, travaillé avec certains clubs ce soir. La moyenne, quand même, c'est C'est 16. oui, c'est ça souvent, mais je me dis, Et- il y a des clubs qui vont à 13. Et à un moment donné, j'ai travaillé Qui avec paye. Coton. D'où intervient votre tolérance? Ma tolérance. C'est ma tolérance qu'il ne faut pas tolérer. Il faut être regardant sur ces aspects pour que le football se joue à un certain niveau. Parce que vous ne pouvez pas me dire que vous voulez rendre un football professionnel et vous laissez passer des équipes qui jouent à 8. Bon, là-bas, c'est un autre aspect. Mais dis juste que, vous savez, M. Frampek, quand on aime son Cameroun, son pays, lorsqu'on aime le football de son pays, on s'arrange à que ce football se joue dans les meilleures conditions. Maintenant, je sais que le président de la Fédération camerounaise de football, arrivant, il a pris des décisions, où il a même pris les décisions pour montrer au club le fonctionnement. Je crois qu'il y a une décision, il montre le fonctionnement du club, les postes qu'il faut avoir. Oui. Il a fait une décision dessus. Que voilà les postes qu'il faut avoir, il faut avoir tel type de poste, tel Avec il faut- le job description. le job Oui. de chaque poste. Oui. Il a eu à le faire. Mais on voit des clubs qui trouvent Bon, toujours la c'est écrit priorité. sur papier, mais il n'y a pas eu de formation aussi de séminaire. Maintenant, vous savez, c'est que se passe en Europe. Il y a des formations. C'est pas en Organisé Europe. par l'Africa Foot, je Il dis y a des formations et des séminaires. pour les postes. Ce n'est pas ce genre de choses. Vous comprenez? Je vous en prie. Clair, hein. Le club qui veut se Professionnaliser. valoir du titre de club professionnel devrait lui-même se former dans ce sens où tu ne peux pas être un président de club, tu as des dirigeants, un secrétaire général, un team manager, un directeur sportif, comme disait Aïna tout à l'heure, qui ne savent pas Qui ne sont que des frères du village. exactement ce qui qu'il faut quel est faire. leur rôle. C'est comme vous. On vous prend, on vous envoie team presse Oui. de l'équipe nationale. Les Lions de U20. Rotterdam. Je vous jure, vous êtes un génie, mais sachez une chose, il vous faut une formation. C'est vrai. Parce que vous aurez beau connaître toutes les informations du football, le team presse d'une équipe, ce n'est pas ce qui A des va- prérogatives. Il y a une ligne à suivre qui ne doit pas être la ligne de l'équipe première, qui ne doit pas être la ligne de l'équipe réserve, c'est la ligne de Les l'équipe U20. C'est comme ça. Et ça, il vous faut une formation pour ça. Beaucoup de gens extrapolent. Parfois, je vois les gens faire, je suis team manager, leur seul rôle aujourd'hui, c'est aller réserver les hôtels. Ce n'est pas le rôle d'un team manager. Ce n'est pas que ça le rôle d'un Ça fait partie de son rôle, mais ça ce n'est fait pas que ça. partie de son rôle, mais ce n'est pas que ça son rôle.
Si on m'envoie penser très loin. C'est que nous tous on voit peut-être où je vais aller. Voilà. Qui ne sait pas ce qu'il fait. Allez-y, mon cher. Oui, vous voyez un peu. Donc, dans cet aspect, les championnats professionnels, les pays où il y a professionnalisme, ils ont trouvé un moyen. Je crois en France, c'est la DGS. Ils ont le gendarme financier qui est C'est la chargé. DCNG ou la DCNG. Écoutez, pourquoi? Parce que celle qui a frappé Bordeaux. Pourquoi? Parce que ils ont compris les limites du contrôle de la Ligue professionnelle de football. Vous savez, vous ne pouvez pas tout contrôler. Du coup, il faut des organes spécialisés qui contrôlent certains aspects et qui, eux, vous font donc comprendre que pour la première division en saison 2027, voilà le budget. Voilà les clubs qui peuvent participer parce qu'ils remplissent le quota. C'est mieux de jouer avec 10 clubs. En France, il y a eu des cas où on a dû... regardez. Je vous ai pris le cas de Bordeaux. Bordeaux a été renvoyé. Les gens parlent souvent, ils ne savent pas. Vous savez, on appelle un fair play financier. Parfois même, tu peux avoir trop d'argent. Tu as trop d'argent. Et tu forces l'équité. Et tu forces l'équité. Parce qu'il faut une équité. C'est ça. Je dis, Bordeaux a été frappé, même Lyon a été frappé cette saison. Oui. Et vous voyez donc que ces clubs qui sont professionnels, ces pays professionnels aujourd'hui, s'assurent de certaines régularités des clubs. Et vous voyez, et moi j'ai aussi un souci, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on voit des présidents de clubs crier plus sur la subvention. C'est parce que, ils l'ont déjà dit ici, ces présidents de clubs ne comprennent pas que ils sont à la tête des industries. Ils sont à la tête d'une entreprise. Une entreprise doit faire des entrées, des recettes. Et pour faire des entrées, des recettes, il faut avoir un produit qui est vendable. Et ce produit vendable vient donc de la qualité de l'équipe et de la communication que vous mettez derrière. Parce que si moi je me déplace, je dois aller voir un match de Canon de Yaoundé. Je vais aller voir qui? Dites-moi un peu. Monsieur Béat, je ne vous coupe pas. Permettez. Regardez un club comme Colombe. Avant le championnat Cameroun, ils ont ouvert une boutique où ils vendaient des maillots, des écharpes. Ils jouent juste, ça marche. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Saint-Mélima, le jour où Colombe joue, toute la ville est habillée en Colombe de Saint-Mélima. Soit une écharpe, soit un chapeau. La ville est en violet. Vous comprenez? C'est ça dont on a besoin pour les clubs de première division. Pas sur le papier. Vous allez aller voir un club, en parenthèse, comme un club lambda, qui n'ont même pas... C'est-à-dire, les maillots même avec lesquels les joueurs jouent, parfois ils entrent au stade, ils viennent, les maillots, on les a lavés peut-être le matin, puis ils jouent à midi, ça passe séché. Je trouve que vous êtes... J'ai eu à voir des choses comme ça. Je ne vous parle pas de quelque chose qu'on me dit. Tout ça, ce n'est pas le président de la fédération qui va venir. Pas du tout. C'est le président de club. Messieurs, on va poursuivre le débat, on va changer la thématique, restons en Elite One. On change la thématique pour s'intéresser en club. On m'a fait le reproche de m'intéresser un peu plus, je ne sais pas. À Dynamo. On va s'intéresser aujourd'hui à Coton Sport. Changeons la thématique, prenons la première, parlons Coton Sport. Et Thierry Zé, je souhaite que vous colliez un mot dessus parlant de Coton Sport. On rappelle pourquoi on parle de Coton Sport aujourd'hui. Il faut dire que la particularité de Coton, au-delà du fait que c'est le club le plus titré en termes de championnat au Cameroun, c'est aussi depuis quelque temps le club entraîné par David Pagou, qu'on ne présente plus, qui a cette double casquette d'être le manager de Coton Sport et le sélectionneur des Lions de Notables. 2 matchs, 2 sorties assez, d'aucuns vont dire difficiles, 2 matchs nuls. Comment appréciez-vous ces 2 contre-performances de Coton Sport depuis le début du championnat, Thierry? Moi, je me poserais plutôt une autre question avant de répondre à la tienne. Est-ce que lorsqu'on est entraîneur d'une sélection nationale, est-il possible d'entraîner un club? Oui, il n'y a rien qui interdit cela. Le seul problème se trouve au niveau des exigences de calendrier. Mais il n'y a rien qui interdit cela. On peut être entraîneur d'une sélection nationale et être entraîneur de club. Le seul bémol se trouvera au niveau des exigences de calendrier parce qu'il peut y avoir du timing. Entre 2 matchs en sélection, un sélectionneur doit travailler en principe sur non seulement entretenir les relations avec les joueurs, mais également parcourir des stades ou encore s'attarder sur les tics pour essayer de regarder ce qui se fait de meilleur de part et d'autre. Mais maintenant, ce qui se fait quand tu es entraîneur en sélection, c'est que pendant que tu es entraîneur en sélection, tu dois travailler au quotidien la mise en place tactique et entretenir les joueurs régulièrement sur le plan physique, d'où le préparateur physique. Ça fait donc qu'il y a un peu un décalage entre ce que tu dois faire en intersaison pendant que tu es en club, ce qui doit se faire en intersaison pendant que tu es sélectionneur national. Mais cela peut se faire. Aujourd'hui, c'est devenu un peu beaucoup plus rare au regard des exigences du calendrier. Je l'insiste encore dessus.
Vous savez, quand vous gardez la parole, pour vous, vous voulez d'abord savoir s'il y a incompatibilité. D'ailleurs, M. Aïna a gardé la parole. Même s'il n'y a pas incompatibilité, est-ce que cette double fonction ne peut pas un peu avoir un impact négatif quand on dise, vous allez dire, les calendriers ne sont pas les mêmes, mais on sait qu'un entraîneur, sélectionneur doit regarder les matchs de tous les lions en club, les préparer, s'assurer à ce que les performances sont bonnes. On rappelle aux téléspectateurs qu'on n'appelle pas, on envoie juste des réactions par message WhatsApp ou message SMS pour contribuer au programme. Je disais, pour vous, est-ce que le fait d'avoir deux cahiers de charges dans deux effectifs différents ne peut pas un peu alourdir le travail de David Pacou? Justement, ça doit alourdir son travail. Ça doit alourdir son travail. D'où je dis, j'ai répondu tout à l'heure en disant, il n'y a aucun texte qui interdit cela, sauf que vous aurez une abondance au niveau de ce que vous aurez en termes de cahier de charge, au niveau du travail que vous avez à faire. La saturation. Le bémol se trouve aussi également au niveau où il peut arriver, parce que vous êtes un humain, de vouloir favoriser les joueurs du club où vous êtes entraîneur. Bon, la petite chance étant que l'équipe nationale du Cameroun utilise très peu de locaux, donc on ne craint pas voir des joueurs. De locaux, mais lorsqu'il faut appeler au moins un ou deux joueurs en sélection, le plus souvent on peut s'attarder à vouloir déjà même sans Pacou, parce qu'on les connaît les même plus. sans Pacou, ça se faisait, donc on ne va pas dire que c'est David. Oui, donc, mais maintenant, pour véritablement aller dans votre sens, il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, la norme, nous sommes en 2026, la norme ne voudrait plus qu'on puisse avoir un sélectionneur, en même temps encore entraîneur. C'est vrai qu'en basket, ça se fait sans souci, mais pas en football. Oui, ça se fait en football, mais c'est un peu beaucoup plus rare. Je vous dis, ça se fait en football, oui. Je pense que si aucune loi... Ce n'est pas interdit par les règlements sportifs. Si aucune loi ne l'interdit. Aucune. Ça veut dire que c'est permis. Il n'y a aucun problème à ça. Il y a au moins 15 entraîneurs. On peut citer par exemple Diko Odjokat qui était l'entraîneur de la Belgique et en même temps l'entraîneur de Isaac Akmar. Il y a même Gusidine. Dans les années 2009-2010. Il y a Gusidine qui a été entraîneur de Chelsea, entraîneur de On la ne peut Russie. pas dire que aujourd'hui on se dit non. Pagou est entraîneur de Coton Sport. Il a été entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Il est entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Il a un calendrier, comme disait M. Aïna, il a un calendrier qu'il doit respecter. Maintenant, est-ce que si Coton Sport a match et que l'équipe nationale doit se regrouper, comment ça va se passer? Il a un adjoint. L'équipe nationale... La question que je pose, il a un adjoint où à l'équipe nationale ou en club? Parce que l'équipe nationale prime sur le club. Imaginez-vous encore un scénario, même si ce n'est pas à l'ordre du jour, dans les années à venir. Coton Sport est en demi-finale de la Champions League. Les Lions ont un match amical. Pour vous, il va l'équipe nationale au Cameroun, ça prime sur le club. Il va venir arbitrer un match amical et laisser la demi-finale de Champions League. Oui, l'équipe nationale prime sur le club. C'est vous qui le dites ou alors c'est... Non, c'est établi. Je vous rappelle... On dit lorsqu'un club joue à l'international, il a statut d'équipe nationale. On a toujours dit le pays est au-dessus de tout. Et je vous rappelle, un match amical de l'équipe nationale, c'est pas un match à négliger. Un match amical, il y a d'autres bonifications qui permettent d'avoir un classement international, FIFA. On a compris, par le passé, on ne regardait pas ça. Aujourd'hui, c'est important. Plus vous jouez les matchs amicaux, plus votre classement FIFA se rapproche de 1. Si aujourd'hui le Cameroun se retrouve dans les cimes de classement, c'est parce qu'on ne joue pas assez de matchs amicaux. Aujourd'hui, le Maroc est 5e pays. Parce qu'il multiplie les matchs amicaux et on dit ça, leurs performances dans les compétitions sont et je m'excuse déjà de vous avoir... Non, c'est un débat, Jean-Jacques Béard, rapidement pour rebondir. Pour vous, que doit faire David Pacou? On n'est pas en train de faire un procès sur son cumul de fonctions. D'ailleurs, c'est tout bénéf pour le Cameroun d'avoir un grand entraîneur qui peut... Sur place, il peut organiser des stages avec les joueurs locaux. Maintenant, laissons son bail avec les Lions d'Ontario. Intéressant, prenons d'autres images, rappelant que le prochain match de Coton, c'est ce mercredi 4 février face à Victoire United côté de Saint-Université Stadium. Pour vous, que doit faire Coton Sport? 2 matchs, 2 nuls, 0 but partout, x2. Que doit faire Coton Sport pour bien se relancer dans ce championnat?
Bon, se relancer, c'est pas si facile, mais on sait quand même que Coton Sport est une équipe qui démarre souvent ce championnat en mode diesel. Parce que les 5 dernières années, on a vu comment Coton Sport a commencé le championnat. Parce que parfois, c'est une équipe qui recrute assez de joueurs. Et quand ils se retrouvent, il y a les automatismes en main sur pied et à se relancer. Moi, j'ai pas de problème avec Coton Sport parce que Coton Sport est une très grosse équipe au Cameroun et je crois qu'aujourd'hui ils ont un entraîneur David Pago, mais il faut dire qu'il se frottent aujourd'hui à la tête du football du championnat local parce que vous pouvez être entraîneur de football du Cameroun, mais vous êtes entraîneur d'un club. Et en face de vous, il y a des clubs aussi qui sont aussi bien nantis en termes d'effectifs. Donc, en termes d'effectifs, d'abord, il y a des clubs qui ont recruté utile et juste, et du coup, ils sont en forme. Mais je crois quand même que pour David Pago aujourd'hui, c'est trouver un moyen d'être solide parce que déjà, il n'encaisse pas. C'est important. Oui, c'est vrai. Pour un club qui va loin, c'est ne pas encaisser. Zéro but en question. Donc, du coup, aujourd'hui, il faut travailler l'efficacité devant le but. Il faut travailler les combinaisons pour pouvoir marquer assez de buts. Mais je pense quand même que David Pago n'est pas un coach assez prolifique dans ses clubs les passés, mais c'est un coach pragmatique. Il joue la gagne et je crois que c'est une philosophie qui va inculquer à Coton Sport de Garoua. Et je n'ai pas de problème pour Coton Sport parce que je sais que d'ici quelques journées, on va voir l'équipe qu'on a toujours vue, l'équipe qui joue le rôle du championnat. D'ici la moitié du parcours championnat, l'équipe de Coton Sport va nous faire de belles surprises. Donc du coup, on va toujours compter sur. Jean Jabé est très optimiste, rien à voir avec ce triste 0-0 Coton Sport contre Aigle du Mungo. Bien de choses à cette formation en espérant bien sûr que Coton Sport va très bien se comporter dans les jours à venir parlant de notre championnat national. On va prendre une transition et venir boucler la boucle avec la CAF qui sont les vrais patrons de l'instance fêtière du football africain. Clin d'œil revient juste après. On prend certainement la transition juste après, on revient. C'est un excellent footballeur d'abord. De retour donc sur le plateau, amis téléspectateurs, on va mettre la troisième thématique qui concerne la Confédération africaine de football, une confédération vraiment qui a le vent en poupe. Je ne sais pas si c'est de façon positive ou négative, le plus important étant la CAF abrite des compétitions comme pas mal d'autres confédérations, mais elle fait beaucoup parler d'elle au vu de certaines décisions qui sont prises. On sait qu'en marge de la dernière Coupe d'Afrique des Nations disputée du côté du Maroc, des décisions avaient été prises, rendues publiques par le président Motsepe, notamment l'annulation du championnat d'Afrique des Nations. C'était ce tournoi continental dédié uniquement aux footballeurs locaux. La compétition va disparaître. La CAN passera à un cycle de 4 ans, plus de 4 tous les 2 ans. Des décisions diversement appréciées par l'opinion publique qui, selon les footeux, ce sont des décisions qui n'arrangent pas l'Afrique, mais arrangent plutôt les clubs européens et pourquoi pas la Fédération internationale de football association. À cela s'ajoute depuis quelques heures cette rumeur sur le désistement du Maroc d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations féminines. La question qu'on se pose, qui est réellement le patron de la CAF? Est-ce que c'est l'Afrique qui conduit son institution, alors ce sont des officines tapis dans l'ombre? Je commence par vous, mon cher Omam. Est-ce que la CAF est dirigée, comme à l'époque d'Issa Hatou ou d'autres présidents, par un Africain pour le bien de l'Afrique? Bon, vous savez, ce qui s'est passé au Maroc nous montre à suffisance que la FIFA a une main mise sur la CAF. Et vous voyez, beaucoup de fédérations aujourd'hui sont en train de regretter ce fait, entre autres la fédération sénégalaise, qui disent qu'il faut quelqu'un qui a de la poigne
qui peut dire la vérité en face aux dirigeants du football mondial, à l'instance de Samuel Eto'o. Aujourd'hui, vous voyez, le football en Afrique est devenu une histoire où les gens ne regardent plus l'intérêt que les Africains eux-mêmes ont de leur football. On ne peut pas décider de manière unilatérale de dire qu'on organise les CAN chaque 4 ans, alors que nous, les Africains, nous savons que chaque 2 ans, l'organisation d'une CAN dans un pays permet le développement infrastructurel de ce pays. Parce que, quoique après la construction soit des stades ou des routes, parfois nos dirigeants abandonnent un peu tout ça, il n'y a pas un suivi, mais bon, on laisse ça de côté. Il faudrait que la CAF comprenne que nous sommes un partenaire majeur dans le football mondial. Et on ne peut rien faire sans réellement avoir à consulter les vrais décideurs de l'Afrique. Oui, je vous dirais, l'Afrique, la CAF, n'est pas véritablement responsable aujourd'hui de beaucoup de décisions qu'elle prend. Mon cher Thierry, parlons de cette Confédération africaine de football. C'est vrai que cette image, d'aucuns diront qu'elle est très parlante, Motsepe à côté de Gianni Infantino. Tout de même, on peut faire tous les procès qu'on veut à la CAF, mais depuis l'arrivée du Sud-Africain en termes de bonification financière, il a fait doubler toutes les cagnottes, parlant de la Coupe d'Afrique des Nations, parlant des accompagnements, des primes de qualification pour les CAN et tout ce qui va avec, même au niveau des clubs. Et si on s'en tient à ce que cet homme d'affaires pense, il dit même ces décisions-là de passer de 2 à 4 ans, c'est pour permettre aux clubs et aux fédérations d'avoir un peu plus de sous. Est-ce que pour vous, vous pensez aussi pour certains que Motsepe ne pense que fric, il ne pense pas football? Pas seulement Motsepe, mais comme quelqu'un le disait, l'autre était bon quand il était numéro 2. Mais maintenant qu'il est numéro 1... Vous parlez de qui? De Gianni? Suivez mon regard. Maintenant, il aime beaucoup plus l'argent. Ça parle en termes cash. Je dirais simplement que, avec ce qui s'est passé au Maroc, oui, c'est clair. C'est clair que l'Afrique n'a pas son mot à dire. Ça, il faut totalement l'avouer. Maintenant, est-ce qu'il ne parle qu'en termes d'argent lorsqu'il dit on va passer de 2 à 4 ans? Moi, je trouve que c'est une très belle erreur. C'est une très belle erreur. Pourquoi? Parce que là, il y a l'image de l'Afrique qui ne sera plus totalement vendue. Pourquoi est-ce qu'on voudrait tout copier ou alors pourquoi est-ce qu'on voudrait tout coller comme en Europe? Non, pas du tout. Au jour d'aujourd'hui, tout à l'heure, M. Oman parlait des infrastructures. Je pense que c'est l'une des choses capitales qui font en sorte que la CAN se produise après chaque 2 ans. Parce qu'on estime que chaque nation ou alors chaque pays pourra enfin avoir des infrastructures de qualité ou alors de haut niveau. Maintenant... Mais c'est 2 ans insuffisant parce que le débat aussi là, on a vu beaucoup de glissements. La CAN au Cameroun a glissé, la CAN en Côte d'Ivoire a glissé. Est-ce que pour une CAN à 24, on n'a pas besoin d'un peu plus de 2 ans? Pas du tout. Ça a 2 exemples. Ça a glissé pourquoi? Ben, la prochaine a été organisée au Maroc. Il n'a pas besoin de... Le Maroc, on a tous... On est d'accord. Dans les années passées, non, mais... tu me cites une seule CAN qui a glissé. Ben, c'était pas des CAN à 24. Vous êtes d'accord avec nous? Pourquoi? Depuis que c'est passé à 24, il y a l'Égypte qui n'a pas glissé uniquement. Cameroun, Côte d'Ivoire, les Noirs ont glissé. Ça veut dire, est-ce que vous ne pensez pas... Quoi? C'est un problème d'ajout des équipes ou bien alors c'est un problème de construction d'infrastructures? C'est un problème de manque d'infrastructures pour permettre que la CAN... Moi, je pense que c'est juste un problème d'organisation. On peut se dire que la CAN s'organise au Gabon dans 2 ans. Oui. La CAF met les moyens en jeu pour que toutes ces choses-là, et les États, les différents États, mettent les moyens en jeu pour que ces choses soient faites à temps. Sinon, ils disent on ne peut pas organiser cette compétition parce que nous ne pouvons pas remplir les conditions dans les délais requis. C'est tout. Vous aviez la parole, mon cher. Tu m'as coupé le souffle. Non, on ne vous a pas coupé le souffle. Gardez. La question, en fait, on vous relançait juste pour savoir, les 4 ans aussi peuvent permettre au pays de mieux s'organiser. Bon, dire mieux, je ne suis pas très sûr, mais je dirais que ça serait à moins de vendre l'Afrique. Parce qu'il faut le dire, c'est à travers ce genre de championnat ou alors ce genre de tournoi qu'on parvient à découvrir ou alors dénicher même certains talents qui n'avaient peut-être pas eu la chance de jouer dans tel ou grand club. Je me souviens peut-être lorsqu'on regarde l'équipe ivoirienne, ils ont un jeune milieu de terrain. Je n'avais jamais vu prester quelque part, mais je vous assure au jour d'aujourd'hui, il est à je crois, 7e.
lorsqu'on essaie de regarder les marchés en vente. C'est-à-dire, lorsque vous voyez comment on appelle la CAN, c'est non seulement pour la beauté de l'Afrique, c'est-à-dire le jeu, qu'est-ce que l'Africain gagne en regardant un championnat. Je pense qu'il y a le beau, il y a le fait qu'on puisse retrouver, comment on appelle ça? Convivialité. La convivialité, ça c'est quelque chose. Il y a le volet touristique qui est aussi... Exactement. C'est-à-dire, lorsque vous essayez de regarder toutes ces choses-là, vous vous rendez compte qu'il y a non seulement le pays qui profite, mais aussi les entrées que la CAF se fait bonifier du côté de la FIFA. Mais maintenant, si on revient peut-être sur le cas des décisions qui ont été prises, moi particulièrement, je dirais une fois de plus que non, cette CAF n'est pas décidée ou alors n'est pas dirigée par l'Afrique. Exactement. Autre exemple, très rapidement, autre exemple pour mettre un peu de piment dans ce que je dis. Lorsque vous regardez la sanction donnée à l'équipe, au président de la FECAFRI, Samuel Eto'o, qui se fait par le président de la CAF, on regarde aussi le président de la Fédération royale marocaine qui exerce les mêmes, comment on va dire, le même exercice, s'il faille parler en termes d'exercice, qui a le même exercice, mais plus tard ne se fait pas sanctionner. On se pose la question de savoir, mais attendez, la CAF est-elle influencée par la FIFA? Parce qu'à un moment aussi, on voit Infantino qui est dans un élan de jubilé lorsque le Maroc rate le pénalty. Donc, avec autant de questions, on se pose multiples questions autant pour moi pour se dire, mais attendez un peu, où est-ce qu'on se trouve? Est-ce réellement Motsepe qui a la main mise sur les décisions ou alors il s'est fait manipuler par Motsepe? Jean-Jacques Béat, on va regarder cette image assez drôle. C'est vrai que d'aucuns pourraient mal l'interpréter. On va revenir sur cette image grâce notamment à la régie, s'il vous plaît. Une image assez drôle, bien sûr, tirée du film Le Parrain pour ceux qui ont vu. Motsepe Infantino Lekdja. Lekdja, c'est le président de la Fédération royale marocaine. Pour vous, c'est les trois patrons actuels du football africain. Avec Lekdja, tout à l'heure, on parlait de la CAN féminine. On a l'impression que le Maroc est le hub du football africain, organisateur du mondial U17, organisateur des deux dernières, en fait, de la dernière CAN féminine et qui est en passe d'organiser la prochaine, organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations. Messieurs, est-ce que pour vous, ce sont les nouveaux boss du football africain? Vous savez... En quelques secondes seulement, parce que le temps est parti, touche déjà sa fin. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, vous savez, le Maroc est dans son marketing parce que le Maroc souhaiterait accueillir la finale de la Coupe du Monde 2032. Donc, du coup, c'est normal de montrer l'infrastructure que nous avons. 2030. 2030. 2032. 2030, 2032. Oui, 2032, c'est la même chose. Donc, du coup, le Maroc est dans l'optique de montrer les infrastructures qu'ils ont en organisant plusieurs petits championnats. En fait, les championnats annexes sont petites compétitions, plusieurs petites compétitions pour montrer les infrastructures qu'ils ont et pour montrer qu'ils peuvent accueillir des championnats de haut niveau. C'est pourquoi d'ailleurs le stade de Moula Assad, c'est le stade ils ont eu à promouvoir ce stade, à montrer qu'ils ont la capacité d'avoir un stade et aussi le choix de la saison pluvieuse. Pour montrer qu'ils peuvent jouer en période de pluie et le stade va être adapté à jouer. Donc du coup, le Maroc est dans son marketing. Maintenant, accompagné donc par l'Italien, je ne veux pas dire l'homme, le Sicilien italien, qui est l'architecte de tout ça, tu vois un peu. Et du coup, vous avez donc une CAF qui est dirigée par un milliardaire, ça il faut le dire, c'est petit milliardaire. Ils sont tous, j'ai cité là deux personnes, que pour eux, l'intérêt, c'est l'argent. C'est pas le jeu. L'intérêt, c'est le business. Motsepe, c'est le business. C'est pourquoi vous avez vu qu'il préfère tuer le jeu en Afrique et promouvoir plutôt le gain à travers des business qui peuvent gagner ici et là. Messieurs, je vais vous demander pardon parce que la troisième thématique sera certainement renvoyée très prochainement au menu de cette émission, puisque le temps est parti pour cette émission touche déjà à sa fin. Je vais dire merci à tout le monde. Merci à vous, monsieur Ruben Legrand Oman, d'avoir été là. Vincent Ina, merci infiniment d'avoir été des nôtres ce soir dans le cadre de Bignou Football Club. Certainement, on va se retrouver prochainement pour d'autres éditions. Thierry Zé et monsieur l'homme de Pouma qui est revenu avec de belles images. Oui, merci le à fils tous. de Pouma, le fils de Pouma, je suis fier de Moi, je tiens à féliciter la Fédération sénégalaise de football
pour la décision prise par rapport aux amendements qui ont été donnés, que ce soit aux joueurs, que ce soit à la fédération elle-même. C'est-à-dire, elle a pris sur elle de tout gérer. C'est-à-dire les joueurs, les clubs, tous ceux qui ont été amendés. Mais on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Ils ont été frappés en abordant le Sénégalais. Ben, on le verra. Certainement, on le verra. Merci à tous et à toutes. Merci, amis téléspectateurs, amis internautes. Au nom de toutes les équipes rédactionnelles et techniques, nous vous disons merci d'avoir été de nôtres. Merci à la réalisation assurée par Thierry Akono. Monsieur Georges Ebodé nous a donné un gros coup de main, que ce soit en montage, que ce soit en caméra, il était partout. On vous remercie, mesdames et messieurs. Bonne suite des programmes sur le Tam Tam du continent. Au revoir.